Bonsoir à tous et à toutes. Bon anniversaire Gisèle. Merci. Et je déclare donc la séance de ce jeudi 19 juin ouverte. Le point numéro 1, c'est le procès verbal de la dernière séance qui a eu lieu le 22 mai. Je ne sais pas si quelqu'un a des remarques. Remarque, donc il sera considéré comme approuvé en fin de séance. Le point 2, la modification du critère numéro 1 de l'exercice 2025. Nicolas, si tu veux. Oui, je pense que tout le monde a pu prendre connaissance de la modification budgétaire. On a dû ajouter ce qu'on avait dit quand on a présenté le budget qui manquait certains travaux. Donc ils ont été remis dedans avec les bons montants, en tout cas les dernières informations que nous avons eues. J'imagine s'il y a des questions, il y a pas mal de points, je ne vais pas citer tout ce qu'il y a dedans, mais simplement s'il y a des questions au niveau politique sur la question budgétaire, vous y répondre. Au niveau politique, j'ai une remarque. On a beaucoup parlé en décembre 2024 de la vente des deux terrains pour le montant de 212 000 €. Et c'était repris au budget initial et je vous avais posé la question à l'époque à plusieurs reprises et vous aviez dit que vous doutiez peut-être que quelqu'un les achète. Et alors ma question là, c'est juste voir que comme je la revois encore dans cette version-ci du budget, est-ce que vous avez renoncé les ventes publiques pour ces deux terrains? Les terrains sont toujours à vendre. Ils sont toujours à vendre? Ils sont toujours... Oui. Ils peuvent toujours être... Oui. Mais est-ce que c'est connu par les gens ou c'est juste si quelqu'un vous envoie un message pour dire tiens je peux l'acheter, ça va? Il y a peut-être plus de publicité pour ça pour le moment. On fait une publicité. Non, vous ne faites pas, mais je veux juste dire que si vous ne les mettez pas en vente, c'est sûr qu'ils ne vont pas être achetés en 2025 et sur ce, ils n'ont peut-être plus leur raison d'être dans la prochaine version du budget. On ne change pas un article comme ça, Michel. Non. De toute façon, ils sont mis en recette aussi, et si jamais ils sont vendus, c'est mis en transfert, je pense, en réserve, je sais plus. En gros, ça c'est compensé, ça ne modifie pas spécialement, ça n'impacte pas le budget. Parce que si jamais il vient d'avoir une vente, c'est transféré en fonds de réserve, c'est ça, en réserve extraordinaire. Et donc ce n'est pas quelque chose qui gonfle, entre guillemets, les recettes. Quoi. Oui, mais sur ce, ça diminuerait l'impact sur le fonds de réserve qui est déjà pompé, entre guillemets, par le budget licence. Ok, mais je comprends votre... Je peux simplement faire quelques remarques par rapport au précédent conseil où on avait approuvé le compte budgétaire 2024. Là, le compte budgétaire présentait un boni de 2 713 000 après modification budgétaire pour les raisons que les frères viennent justement d'évoquer. Évidemment, il y a une série d'investissements qui n'étaient pas repris et toute une série, d'ailleurs aussi, dans ce compte de postes qui n'avaient pas été utilisés. Il y en a au moins 20 qui n'avaient pas été utilisés, mais il est clair évidemment que le boni global, après modification budgétaire, est fortement diminué. Donc, ça veut dire que ce boni qui était vraiment gonflé, je veux dire, artificiellement, pour montrer que lors de la mandature précédente, beaucoup de choses n'avaient pas été faites. Et d'ailleurs, dans le corps du conseil aujourd'hui, on va parler d'un point à ce sujet-là. Il y avait aussi, au niveau du service extraordinaire, un déficit de 213 000 €, qui, je suppose, est comblé ici, dans la modification budgétaire, et avec, d'ailleurs, au niveau extraordinaire, un prélèvement important qui est prévu. Il y a juste une petite remarque que je voulais répéter. Dans les dépenses, je constate qu'au niveau de la zone de police, ça passe de 612 000 à 666 000 €, c'est-à-dire encore 54 000 € de plus. Et je considère que Romicourt est très mal desservi au niveau de la zone de police. Nous avons un bureau de police qui est pratiquement inactif.
Tout cela pour pratiquement 660 000 euros. Il ne faut quand même pas oublier que Robicourt est parmi les principales communes en population, en termes de population, dans la zone de police, en tout cas. Et même dans l'arrondissement de Waremme au sens plus large. Donc là, je suis toujours très déçu de voir que nous n'avons aucun retour au niveau communal par rapport à la somme importante que nous investissons. Pour le reste, évidemment, je pense que les corrections étaient indispensables au niveau du service extraordinaire, qui prévoit au moins un souffle nouveau, et ça, je m'en réjouis. Merci Jean-Marc. Oui, au niveau des dépenses, évidemment, il y avait la rue de Pousset qui n'avait pas encore été enregistrée et la rénovation ici énergétique du bâtiment qui n'avait pas été. Donc, c'est deux gros montants, évidemment. Ça fait évidemment une grosse différence. Donc, c'était des dossiers qui avaient été entamés sous la précédente législature, mais qui n'avaient pas été repris au niveau du budget, tout simplement. Jean-Marie a dit quelque chose par rapport aux 213 825 euros qui étaient dans les comptes budgétaires de 2024. J'aimerais bien rebondir là-dessus. Alors je vais vous embêter pour prendre les deux tableaux dont je parle devant vous. Parce que si je prends le PV du précédent conseil, et sorry, je ne l'ai pas dit au moment du précédent du PV, parce que c'était aussi par rapport au compte ici, on retrouve le résultat final budgétaire en haut du tableau qui est en fin de la page, et on voit à l'ordinaire un excédent, à l'ordinaire, je parle bien, un excédent de 2 713 000. Et alors, si on reprend à côté le tableau budgétaire pour 2025 qui est repris dans la proposition de PV d'aujourd'hui, on retrouve bien, c'est plus 2 713 000 à l'ordinaire en recettes d'exercice antérieur. Par contre, si on regarde l'extraordinaire, il y a en effet ce déficit dont Jean-Marie a parlé de 213 825, mais quand je vais regarder dans l'autre tableau des comptes du budget 2025, là je retrouve une recette d'exercice antérieur de exactement le même montant, 213 825. D'où vient ce transfert, non? C'est un transfert pour le c'est un transfert. C'est une majoration qui apparaît au service extraordinaire. C'est plus de 213 000 qui apparaissent en majoration dans le niveau budget extraordinaire. Donc c'était quand même un trou de 213 000 qu'il a fallu combler pour revenir à l'équilibre budgétaire qui maintenant est de 4 287 000 à l'extraordinaire. J'aurais pu comprendre, Jean-Marie, que c'était ça en effet, sauf que là c'est dans la ligne recette exercice antérieur. Oui. Ouais. Puisqu'il y avait des emprunts, subsides d'emprunt qui n'avaient pas encore été pris dedans, etc. Donc c'était relatif à l'exercice antérieur, c'est logique. Donc il faut le réinscrire, il n'y a rien de logique là-dedans. Ok. J'avoue qu'en fait, je pensais que Nicolas allait nous faire un petit speech pour nous présenter c'est très intéressant à chaque fois. Oui, quand j'ai présenté le budget, j'avais fait un point en disant qu'il y aura des modifications budgétaires à un moment donné pour corriger, modifier. Faire une présentation sur une modification budgétaire. Pas de souci, pas de souci. Mais sur ça, j'ai encore une mini question parce qu'il y a un chiffre, je ne le retrouve pas. C'est la troisième. C'est la même intervention. C'est la même intervention. Par rapport à la balance des recettes et dépenses ordinaires, c'est le tableau 1, je me souviens. C'est 22 euros. Page 1, modification budgétaire. Et je n'arrive pas à retrouver dans le budget initial les 10 685 000 et les 8 922 000 que tu prends comme point de départ avant de mettre les augmentations et les diminutions. Oui, mais c'est parce que j'ai le budget initial ici devant les yeux, je ne retrouve pas son nom. 10 986, on le trouve à la page 3, le total standard à droite.
À la page 3. C'est un récapitulatif. Tu sais montrer la page 3. La page 3. Tu vois Ceci. Le chiffre est en bas, le 10 986 800. Non, pas celui-là. C'est bien l'ancien. Je vais dans l'ancien, je me dis, ah, je trouve pas clair. Moi, je pense que c'est pas dans l'ancien. Oui, c'est l'ancien. On les retrouve dans le dossier, à la page 3, le total. 10 986 836. Et 14 cents. C'est le total du résultat. Dis-moi, 10 millions 10 986 836 Ah oui, euros, tout à fait. 14 cents. Oui, mais ici, moi, je parle de 10 685 000. Nous, on ne voit pas. Oui, mais ça, tu ne le vois comme ça, puisque tu as des mouvements. Une modification budgétaire, mais C'est la modification budgétaire. Donc, la modification budgétaire, tu pars de chiffres qui sont de 10 685 000, auxquels on ajoute, on soustrait des montants. Donc, il y a une augmentation de 328 397,28 cents, des diminutions de 26 596,77. Ce qui est décrit dans la modification budgétaire, ce sont les augmentations et les diminutions. tout à fait, et on arrive bien au total là, mais je n'arrive pas à retrouver dans l'ancien budget l'initial. Dans l'ancien budget. Dans le budget. Dans le budget de départ. Oui. J'ai des chiffres qui y ressemblent, mais pas ça. Je sais pas. Non, on regarde. Vous revenez vers nous avant le... vers moi, parce que pour m'éclairer. Désolé, je n'ai pas pris le budget aujourd'hui. Michel, Nicolas. D'autres questions? Je ne sais pas comment. Je crois qu'ont été prévus 6 000 euros pour l'achat de caméras. Oui. Je m'en réjouis, vous voyez que. Vous en comprenez l'utilité. Pour les écoles. Oui, bah oui, mais les écoles voient ailleurs, vous en comprenez l'utilité, ça fait plaisir. Pas toujours la même chose. Franchement, il y a eu des dégradations dans l'école au niveau à plusieurs reprises. Et donc, c'est une demande des écoles de sécuriser un peu les lieux. Aussi pour tout ce qui est garderie, etc. Quand il fait noir en hiver, c'est pas toujours sécurisant, on va dire. Tout à fait. Moi j'ai une question, si je peux, donc c'est pour le service extraordinaire, c'est en page 5, en bas de page 5, c'est concernant le CAR. Je vois qu'il y a une majoration de 50 000 euros. Si on lit ça en parallèle avec le projet de délibération du point 19, on voit qu'il y a une TVA d'un peu plus de 40 000 euros. Donc, ma première question, c'est de savoir si ces 50 000 euros qui font passer le budget de 200 à 250 000 euros, c'est éventuellement la TVA qui avait été oubliée avant et qu'on vient rajouter. Et alors, si c'est pas ça, est-ce que l'idée initiale était d'avoir un quart avec TVA à 200 000 euros et que maintenant on est passé à un quart avec TVA à 250 000 euros? L'idée initiale, quand on y a réfléchi au tout début, on savait que notre commune avait acheté un quart plus ou moins à 200 000 euros. Et ici, il y a une réflexion qui s'est faite autour des spécificités techniques qu'on veut pour le nouveau quart. Et si vous voulez, on en reparle au point 19. Et on sait qu'il y a probablement une majoration à 50 000 euros si on va avoir le quart tel qu'on le souhaite. Ah ouais, c'est ça. Donc, le prix initial, c'était plus ou moins de l'époque. C'est un prix comme ça, voilà, qu'on avait mis, parce que bon, quand on arrivait le 3 décembre, on dépassait le budget 10 jours plus tard, donc on savait, on avait réfléchi. Oui, et puis la reprise aussi, la reprise du quart. Et la reprise sera moins importante parce qu'il n'a pas de... Parce qu'il a 15 ans, il n'y a pas d'air conditionné, donc la reprise probablement sera moins du caractère. Ok, merci. Et alors une deuxième question, c'est concernant la terminologie qui est employée. On a vu qu'on était passé d'un bus scolaire à un car communal. Donc première sous-question, pour rester dans le cadre de deux interventions. Première sous-question, est-ce qu'on comprend bien que l'idée c'est d'aller vers une meilleure exploitation du car en dépassant le seul cadre scolaire et donc en faisant profiter éventuellement d'autres hommes courtois de l'usage du car? Si c'est bien le cas, comme vous le savez, quand on fait du transport pour compte propre
en fonction de si c'est régulier ou occasionnel, le lien qu'il y a entre le transporteur et les transportés, dans un cas c'est un simple lien, dans l'autre c'est un lien qui doit être réel et permanent, donc c'est un cadre juridique qui est quand même assez strict. Donc du coup, deuxième question, si vous êtes passé volontairement au concept du quart communal, qu'est-ce qu'il y a comme idée envisagée d'utilisation de ce quart-là en régulier ou en occasionnel? Et troisième sous-question, c'est la dernière, si on est bien dans la destination d'un quart communal, est-ce que ça ne pose pas de problème que ce soit dans une ligne budgétaire qui est au niveau de l'enseignement et que donc on puisse éventuellement bien utiliser ce quart-là qui est dans une ligne d'enseignement pour autre chose que de l'enseignement? Voilà, c'est mes trois sous-questions dans ce point-là. Je vous remercie d'avance pour votre éclairage. Je pense que le terme, c'est qu'il faut communal, on appelle quart communal ou bus scolaire, ça dépend des communes. L'idée, évidemment, c'est de le garder à usage scolaire principalement, donc le circuit scolaire, les journées à visée pédagogique, le transport des enfants à la piscine de Warem. Maintenant, est-ce qu'on envisage d'étendre les services? Tu as raison, la loi est très stricte, donc on ne peut pas faire concurrence aux transporteurs privés, mais sous certaines conditions, si ça reste sur le territoire de Rémicourt et qu'il y a une récurrence de l'activité, on peut envisager, c'est vrai, peut-être, je sais pas, de faire un transport de pensionnaires, une activité culturelle ou quelque chose comme ça. Pas les amener à Péridaïsa, ça, on ne peut pas faire concurrence à ce niveau-là, mais pour quelque chose de limité qui sera assez récurrent, ça, on n'y a pas encore réfléchi, mais une fois que le quart sera là, de toute façon, il s'appelle quart scolaire ou bus communal ou bus scolaire ou quart communal, s'il est là, il servira à la fois à l'école et il servira peut-être, parce que ça, on n'a pas de vision claire par rapport à ça, peut-être à d'autres usages, mais ce sera en tout cas limité au territoire de la ville. Oui, ça. Oui, parce que c'est très contraignant. Et ça ne pose pas de problème. Enfin, je te regarde toi parce que tu m'as vu plus calé sur la question que moi. Ça ne pose pas de problème que ce soit dans cette ligne-là si on l'utilise pour autre chose. Parce que, on va dire, à mon avis, 95% de l'utilisation scolaire sera liée au logement, donc c'est dans les bouts de. Donc ça ne pose pas de problème. Maintenant, il faut savoir que la loi est très claire, mais je veux dire, 99,9% des communes utilisent leur quart communal pour des choses illégales. Alors, oui, soit je veux dire, j'ai appelé, je crois, 5 communes, elles utilisent leur quart communal pour emmener leurs pensionnaires à 100 km de là. Donc voilà, notamment des communes voisines. Je veux dire tout le monde. Alors soit tout le monde ferme les yeux, soit personne. Moi je sais qu'on est dans les clous, en tout cas pour tout ce qui se passe dans mes cours, on a les attestations nécessaires. De la région wallonne, elle n'avait jamais été faite. Donc le chauffeur a les attestations dès qu'il déplace les enfants. Donc s'il y a un contrôle, il n'y aura aucun souci. Après, est-ce qu'on décide de l'utiliser à d'autres usages en étant illégal comme 99,9% des gens, ça, c'est une autre histoire. Alors moi personnellement, je dirais que le problème c'est que le cadre juridique il est quand même pas si facile que ça. Parce que quand on voit que si c'est pédagogique, on peut considérer que le lien est permanent et que donc, c'est quand même pas si facile que ça. Donc, je pense que du moment qu'on a une interprétation, une justification qui respecte la légalité au maximum et de ne pas faire des choses totalement illégales. Moi je pense qu'à partir du moment où on a toutes les attestations, je les ai demandées du SPW, je pense qu'il n'y a aucun souci. Et chaque fois qu'on a une activité, on demande l'attestation SPW et on a la réponse. Donc voilà. Quand c'est flou, à chaque fois tu vas l'interpeller. Chaque fois on a des mails, des écrits qui nous autorisent à faire ce qu'on veut. Tout ça, on l'a remis à jour, ça ne se faisait pas avant, et voilà, comme ça, dans la bien légalité. Oui. Merci. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Moi j'ai encore une question au niveau extraordinaire. À la page 6, on voit qu'il y a un investissement pour un achat de terres agricoles. Donc on parle d'achat de vente de terre au niveau du terrain de foot. Ouais. Donc on aimerait savoir de quelle terre on parlait, où elles étaient localisées et de quelle surface on parle. Et troisième dernière question, le but de cet achat. Donc la bande de terre qui est située du côté tribune par rapport au terrain de foot actuel, du côté tribune. Il faut savoir que la tribune et l'éclairage pour le moment se situent sur le terrain de la primaire. On sait aussi que dans le budget, on a prévu de refaire l'éclairage du terrain de foot. Et évidemment, on ne va pas aller faire des travaux sur un terrain qui ne nous appartient pas. Donc afin d'être parfaitement, encore une fois, dans la légalité, on achète d'abord la bande de terrain qui nous manque.
Donc, 400... voilà, ça. Surtout de la longueur, Sans même doute, si elle est- c'est 2 ou 3 parcelles. Il y a plusieurs parcelles en fait. Non, la parcelle ici qu'on rachète Ouais. appartient à une seule personne, C'est celle où il y a la tribune qui est à dedans. une personne et à sa fille, bref. C'est une seule parcelle. Ouais. Et il y a une petite autre parcelle où c'est un cas encore plus compliqué, puisqu'elle n'appartient entre guillemets à personne pour le moment. Elle revient à l'État et on a fait la demande pour l'avoir également. Ça, c'est encore différent. Mais ici, racheter la voie de terrain où il y a les poteaux d'éclairage pour le moment et la tribune, c'est sur une seule parcelle. Donc c'est les deux qui sont du côté tribune, c'est ça. C'est ça. Parce que je vois qu'il y a encore quand même un terrain de l'autre côté, où à mon avis il y a sûrement un poteau d'éclairage qui est dans cette zone-là. Oui, on n'achète pas de. Donc là il reste quand même un poteau, alors Pas de les poteaux ils sont aux quatre coins du terrain, j'imagine. Oui, il y en a même. Donc il y a un autre terrain au coin, oui, ça, À l'entrée. côté vestiaire, j'ai le plan ici, je peux voir. C'est celui qui est pour les dangers. C'est du même côté, c'est pas ça. Ah, citer le nom, En fait, c'est vous dessus, elle appartient aussi à la communale. C'est une autre parcelle, mais elle Ah, appartient ben oui, on n'a pas accès au qui est Donc il y a ces deux propriétaire. là. Oh, je peux le dire, c'est la commune. Ah, voilà. Donc la commune sera propriétaire de tout. De toute façon, la parcelle occupée par le foot. Oui, c'est on a racheté la Mais je parcelle. veux dire, la parcelle, la commune sera propriétaire de tout. C'est quand même plus logique. Oui, c'est particulier, là, mais c'est une autre parcelle, mais quand on clique dessus, on voit qu'elle appartient aussi à la commune. Donc pas de souci. Bon, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Merci. Plus de questions? On peut passer au vote. Jean-Marie? Oui. 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 Non. 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 Le point 3, c'est l'approbation du compte 2024 du CPS de René. Prenez, si vous voulez un petit mot. Oui, ben oui, vous faites une présentation du compte de 2024 du CPS. Donc le compte 2024 présente un résultat global de 103 820,55 €, ce qui est assez similaire à l'année 2023 où le résultat global était de 90 628,22 €. Les subsides perçus durant l'année 2024 étaient liés à l'alimentaire, augmentation par libelle sociale suite aux nominations et le travail réalisé par le service social ont permis de augmenter la dotation communale pour environ 30 000 € pour l'ensemble de l'exercice. Le fonds de réserve ordinaire, créé en 2020 et 2021, n'a pas été utilisé, ce qui le porte toujours à 36 250,68 €. Le CPS a également créé un fonds de provision pour risque de charge d'un montant de 13 140 € et réalisé l'acquisition sur fonds propres d'un nouveau véhicule pour le taxi social, pour lequel nous cherchons activement des sponsors afin de récupérer la dépense réalisée. Nous avons également mis en découvert une série d'anciennes recettes qu'il n'était plus possible de récupérer et qui créaient une surévaluation des recettes et de facto une sous-estimation de la dotation communale pour un montant d'environ 8 000 €. Ces opérations peuvent être réalisées malgré l'augmentation des traitements, environ 56 000 € en plus, des charges suite au déménagement du CPS et du montant des aides sociales qui ont augmenté de 18 000 €. Ce résultat est le fruit d'efforts constants de notre centre pour réduire au maximum les dépenses et maximiser les recettes, notamment via la recherche continue et l'utilisation optimale des subsides et le suivi rigoureux des dossiers de récupération. Ces efforts continueront d'être réalisés pour impacter un minimum les finances de la commune et des citoyens. Au niveau de l'IELA, l'équilibre est toujours d'actualité avec des dépenses pour 104 267,68 € pour les recettes et 114 000 pour les dépenses et les recettes de 114 028,25 €. Au service extraordinaire, où les engagements sont égaux aux imputations, on note que le résultat global hors prélèvement est négatif de moins 2298,08 € pour un résultat à l'exercice propre de moins 22 525,33 €. La seule opération à signaler cette année est donc l'achat d'un nouveau taxi social correspondant à ce montant, la reprise de l'ancien véhicule étant comprise, et qui a été financée sur fonds propres.
on voit que le résultat global est identique au niveau des comptes 2021, 22 et 23, soit 20 227,25 €, ce qui correspond au montant de la subside régionale UREBA qui n'a pas été transféré en fonds de réserve. Nous pouvons donc conclure à la bonne santé des finances de CPS, malgré un résultat négatif de 4 304,03 € pour cet exercice. Nous continuerons à veiller à une gestion saine des finances de CPS, soucieuse de ne pas réaliser des dépenses inutiles, et permettant de répondre et de s'adapter continuellement aux besoins des personnes les plus précarisées et fragilisées de notre commune. Voilà, donc ce compte a été approuvé à l'unanimité lors des conseils du conseil CPS. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vous avez entendu si vous voulez sponsoriser, si vous avez Connaissant les sponsors, ils sont les bienvenus. Jean-Marie. Ben, j'ai une petite question parce que bon, on entend les mesures gouvernementales qui s'annoncent avec l'exclusion des chômeurs du système du chômage. Est-ce qu'on a déjà des indications sur l'impact que ça pourrait avoir sur le CPS? L'impact est très difficile à chiffrer actuellement, on ne sait pas du tout les aides qui vont être données pour compenser ça. Ce qu'on sait, c'est que la dernière projection qui vient de sortir, 89 personnes qui seraient concernées donc, par la situation, qui seraient réparties sur plusieurs mois, donc, parce que tout le monde ne serait pas exclu en même temps. Et pour janvier 2026, on est en 22 personnes. Donc ce qui est énorme pour le CPS, puisqu'on a actuellement 24 RIS, donc c'est pratiquement autant de nouvelles personnes, de nouveaux dossiers qui vont arriver que de dossiers qui sont payés actuellement. Donc, et là, on n'a pas eu aujourd'hui l'Assemblée Générale à Namur, donc la Fédération, et personne ne sait dire vraiment ce qui va se passer. Donc, parce qu'on n'a pas de montant de subsides en plus, enfin, qui pourrait être donné en plus. De toute façon, on ne récupère jamais à 100%. Toutes les personnes ne pourront pas non plus, ne sont pas éligibles non plus à l'IS, puisque on regarde beaucoup plus au niveau du CPS que au forum, puisque au forum, une personne peut avoir droit au chômage, mais n'aurait pas nécessairement droit au RIS. Donc c'est vraiment l'inconnu, mais la charge de travail qui arrive fait peur en tout cas. C'est quand même un problème avec l'État. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Bon, l'État fédéral va dégager une enveloppe pour donner des subsides aux communes, mais sera-t-elle suffisante pour engager le personnel et faire... On ne sait pas du tout comment elle sera répartie, donc c'est ça que on sait rien. C'est l'inconnu. On espère au moins savoir. En tout cas, il y a déjà des gens qui téléphonent maintenant pour se renseigner. On risque fort d'avoir une augmentation des charges qui vont se porter sur la commune, parce qu'on va avoir une augmentation de la dotation. Charges financières et de travail. Oui, et de travail, en plus. Ça, oui. Pour des questions? On va passer au vote alors. Géraldine? Oui. Oui. Oui, oui, Oui. 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 Oui, merci. Alors, le rapport, le point 4, rapport de rémunération 2025, donc qui concerne l'exercice 2024 et qui reprend les présences, que ce soit au conseil, au collège, que ce soit de l'ancienne ou de la nouvelle majorité. Et les rémunérations qui sont associées. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bon, moi j'ai juste une remarque. Dans l'annexe, je suis conseillère, donc petite faute d'orthographe à corriger. Je sais bien qu'on a beaucoup de conseillères, mais Ça manquait. Ce sera bien sûr changé. Pas d'autres remarques? Jean-Marie. Les gens occupés, c'est comme ça. Est-ce que tu peux faire de ton vote? Oui, je suis d'accord. Oui. Oui. Il faut que l'on parle. Oui.
Oui, Oui. c'est ce qu'il faut. hein. Oui. Oui. Et oui, merci. Alors, le point 5, désignation d'administrateur pour l'habitat solidaire de Esbeil, législature 2024-2030, proposition de candidature. Donc en tout, pour les 13 communes, il y a 10 mandats MR, 3 mandats PS, 2 mandats engagés et un mandat écolo. Et pour Remicourt, donc le PS propose donc Nicolas Andréis du groupe Progrès, apparenté PS. Voilà. Je suppose qu'il n'y a pas de questions dans ça. On peut passer au vote. Géraldine? Oui. Oui. Oui, oui. 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 On va les confisquer. Alors on passe toujours aux désignations. L'agence sociale en Esbeil et Esbeil. Où là il y a un mandat donc pour l'Assemblée générale pour alternative. On propose que ce soit René. On a reçu un mail donc pour le groupe Renouveau ce serait Aline, c'est bien juste. On peut peut-être déjà voter pour. On va faire ce point-ci en 2 points. Géraldine, pour les 2 représentants du Conseil. Oui. 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 Et oui, merci. Et alors on doit désigner également une personne apparentée pour le conseil d'administration, donc toujours de la Esbeil. Donc nous on propose René, du groupe Alternative. Et nous, on propose Aline sur base de la volonté du président de la section d'arrondissement de l'EMER. Ça n'a pas été transmis. Si, c'est pas pour l'Assemblée Générale que j'ai proposé Aline, parce qu'on n'avait pas proposé, c'est pour le conseil d'administration. On a juste reçu un courrier de agent technique. Ah non, c'est moi qui l'ai Esbeil. transféré. C'est moi qui l'ai transmis, qui ai transmis la demande à la demande de Manu Douette. Et donc il est mis, pas de désignation, mais suggestion émanant du groupe politique. Mais attendez, c'est quel mail ça? Parce que moi j'ai un mail que j'ai envoyé. Ah mais oui, c'est toi qui l'as envoyé. Oui, mais moi j'ai envoyé un mail demandant qu'on mette à l'ordre du jour la désignation d'Aline comme administratrice pour le MR pour AISB sur base de la demande de Manu Douette. L'autre point, on lui viendra après, oui, mais pas pour l'AISB. Si, pour AISB. Je peux le retrouver ici. Enfin, si j'ai accès. Mais j'ai ce mail-là. Hein. Je peux le voir. Ouais. C'est pas de désignation, de suggestion. C'est pas moi, ça c'est la chanson. Oui, mais c'est la coordination. Oui, c'est ça. ça vient d'autres. C'est ça, mais moi, en fait, moi, le mail que moi j'ai envoyé, c'était un mail où j'avais un WhatsApp, mais bon, c'était un WhatsApp, mais une demande en fait de ma vidéo pour mettre Aline de parents. Enfin, donc nous on propose en tout cas Aline de parents. Nous on propose René Ciotal, on va voter. Alors, puisque ce n'était pas indiqué dans la. Mais moi j'ai envoyé ce mail de faisant part de cette demande. Je vais essayer de retrouver ici. De toute façon, c'est le conseil qui va décider. Donc on va... Oui, de toute façon on va voter, on connaît déjà l'issue du vote, on peut faire le vote pour la forme. Mais pas, comme vous voulez. Comme vous voulez. Donc si nous ne votons pas, maintenant mettons quand même s'il vous plaît au PV qu'on est un peu étonné et que moi en tant que présidente de la section locale du MR de Remicourt, je suis également étonnée
qu'il y ait une candidature, ce n'est pas du tout personnel, qu'il y ait une candidature autre que celle qui est la candidature officielle que le président de section d'arrondissement me demande de transférer. Voilà, donc on pouvait juste acter ça au PV. Je n'ai pas reçu. Mais moi j'ai envoyé la demande, donc cette Anne-Françoise là c'est pas moi, non. mais j'ai envoyé moi à Véronique Timmermans une demande en ce sens, en disant le président de la section d'arrondissement, je peux le renvoyer demain, j'en L'autre pense. demande, oui, hein, c'est le point suivant. Pour Néomancio, ça oui, mais ça c'est carrément provincial. Ici c'est au niveau de l'arrondissement, je peux essayer de faire maintenant si vous voulez, parce que c'était il y a un petit temps, voilà c'est... Voilà, c'est un mail que j'ai envoyé le 5 juin à Michel Charlier, à Véronique Timmermans, disant chers vous deux, je vous contacte cette fois pour vous demander s'il vous plaît d'inscrire un point à l'ordre du jour du prochain conseil communal. Plus précisément, il y a lieu de désigner Aline Depas comme membre du MR pour siéger au conseil d'administration de AISB, cette délibération devant ensuite être transmise à AISB. Et donc, je peux retransférer ce mail-là, et moi, c'est les directives en fait que j'ai du niveau de la section d'arrondissement. Donc, je vais transférer ça, sans petits mots comme ça. Je n'ai pas mis de mots, je le retransfère pour la force. Donc ici, on reste avec on propose René, pourquoi? Parce qu'on trouve que l'agence sociale de SVI, c'est quand même en lien avec le CPAS. C'est le logement social. C'est tout à fait logique, parce que le logement social, et qu'il y ait une personne, comme le président du CPAS qui y soit. Donc par rapport à ça, moi, je ne vais pas changer. Moi, je n'ai pas d'opposition et je n'ai aucun problème que ce soit René qui aille dans l'absolu. Aucun problème là-dessus, et c'est pour ça que je dis que c'est absolument pas personnel du tout. Simplement, moi je reçois des directives d'en haut qui me demandent de faire le nécessaire pour que ce soit Aline, et donc du coup, constatant qu'il y a un autre candidat qui n'est pas celui qui m'a été communiqué, je demande simplement, s'il vous plaît, qu'il soit acté au PV. On s'étonne simplement que ça ne suive pas les recommandations du président de la section d'arrondissement. Mais voilà, après ça, on ne remet pas en cause. Moi, je n'ai pas reçu ça. Président. On vérifiera, Michel vérifiera, mais c'est possible qu'on n'ait pas ce Un petit commentaire, sans faire des questions de personne, parce que moi, quelle que soit la personne qui est au conseil d'administration, c'est bien. Mais je m'étonne quand même un petit peu, parce que quand on a ici installé le conseil et déterminé les apparentements, dans le groupe majoritaire alternatif, il y a quand même 2 personnes qui se sont déclarés comme étant apparentés donc au MR, c'est-à-dire René et Hélène. C'est la même chose pour dire, bien sûr, il y a une décision qui est prise par le président d'arrondissement, on peut quand même s'étonner de la manière un peu cavalière dont ces choses-là s'effectuent. Je dis pas de problème de personne, mais ça me paraît quand même un peu bizarre que d'un côté on privilégie certains et que d'autres membres MR qui sont la majorité soient oubliés en quelque sorte par la fédération du MR. Donc, en ce qui me concerne, en tout cas pour le point de Néomancio, j'annonce déjà que je m'abstiendrai. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce point-là. Mais je me permets juste de répondre, c'est qu'en réalité ce sont des décisions politiques et que par conséquent pour Néomancio c'est au niveau provincial que c'est décidé et que donc en fait ce n'est pas une question de savoir si on est dans la majorité ou dans l'opposition, c'est une question qui est décidée, qui est discutée au niveau provincial, au niveau des arrondissements pour une décision politique. Donc c'est pas la majorité ou l'opposition, avec la particularité ici que vous avez des maires qui sont des deux côtés. Et donc en réalité, étant la présidente de la section d'arrondissement de Renicourt, ça ne me semble pas choquant. Pardon, c'est sur le oui, alors je m'emballe. Je m'emballe. Section locale, ça ne me semble pas choquant outre mesure que ce soit moi qui y sois. Maintenant, je comprends tout à fait que vous ayez envie de vous abstenir, pas de problème. Voilà, mais comme je l'ai dit, ça n'a rien de personnel contre René, absolument pas. C'est simplement que j'ai des ordres d'en haut qui me viennent et donc c'est pour ça qu'on s'en étonne. Mais donc on a bien pris acte du fait qu'il n'y a pas besoin de voter, que c'était comme ça, et c'est voilà, je ne remets pas en cause ça. Il faut quand même qu'on vote.
On peut voter à main levée pour gagner du temps, non? Si tout le monde Bah, est de toute d'accord. façon, Oui, mais il faut qu'on note en note. oui, ok, le vent à main levée. Donc, qui vote pour René? Et qui vote pour Aline? Ça, c'est acté. Donc le point suivant, le point numéro 7, donc c'est la désignation d'un représentant au sein du conseil d'administration de l'intercommunale Lyon-Mention. Donc là, la Fédération d'IVMR propose de désigner Anne-Françoise Armand-Zigouris. Voilà, on vient déjà d'en parler. Donc là, on avait reçu. On peut passer au vote, je ne sais plus qui devait, c'est Jean-Marie. Abstention. Oui. Abstention. 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 Je m'abstiens. Abstention. 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 Oui. Oui. Oui, oui. Oui. Et abstention. Merci. Ça va brûler. Alors, le point suivant, le point numéro 8, c'est une motion du Conseil communal relative au renforcement du pluralisme des médias, de l'accès à l'information et de l'éducation aux médias à travers un soutien plus efficace aux médias de proximité. Nicolas, si tu veux peut-être nous prendre l'article. Oui, ben voilà. Je suppose que tout le monde a pu voir un petit peu le projet, on peut voir un petit peu l'importance des médias locaux. Simplement, donc, je vais plutôt citer les articles qu'on propose. Le Conseil communal de Renicourt réaffirme son soutien aux médias de proximité en Fédération Wallonie-Bruxelles, reconnaît le rôle indispensable de la vitalité démocratique, la défense du pluralisme des médias, la garantie d'un accès à une information fiable, locale et de qualité. L'article 2, le Conseil communal de Renicourt demande à la Fédération Wallonie-Bruxelles de veiller à préserver et renforcer le pluralisme du paysage médiatique en empêchant une concentration excessive des médias et en soutenant la diversité des sources d'information locales. Deuxièmement, de respecter les engagements pris dans la déclaration de politique communautaire 2024-2029, notamment en matière de soutien aux médias de proximité et en encourageant la coopération entre ces derniers et la RTBF, tout en garantissant leur indépendance éditoriale. Troisièmement, encourager et soutenir les partenariats volontaires entre médias de proximité afin de dégager des économies d'échelle, tout en garantissant un véritable pluralisme de l'information. Quatrièmement, pérenniser et garantir l'indexation des enveloppes budgétaires allouées aux médias de proximité pour en assurer leur stabilité financière et leur capacité à accomplir leur mission de service public. Cinquièmement, mettre en place une concertation approfondie avec les acteurs du secteur pour garantir la qualité et l'efficacité des soutiens apportés. En article 3, le Conseil de Renicourt encourage les pouvoirs locaux à renforcer leur soutien aux médias de proximité dans le cadre de leurs compétences, notamment à travers des initiatives locales visant à valoriser l'information de proximité, à soutenir les initiatives culturelles et journalistiques locales. Quatrième et dernier article proposé, le Conseil communal de Renicourt invite les autres communes de la Fédération Wallonie-Bruxelles à adopter cette motion et à manifester leur soutien aux médias de proximité dans un esprit de solidarité démocratique, de préservation du pluralisme et de défense de l'indépendance journalistique. C'est une motion qui nous tenait à cœur et donc si le Conseil est d'accord, je propose de voter cette motion. S'il y a des questions. Pas de questions? Non, ce qu'il y a, c'est que par le vote, la réponse à notre question va découler en fait. Vous n'êtes pas d'accord. Donc on va passer au vote. Géraldine? Non. 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 Oui. 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 Oui.
Oui. Oui. Et oui. Je me permets juste un petit commentaire pour expliquer quand même ceci. C'est qu'il faut bien comprendre qu'il y a une série de principes généraux qui sont pris dedans, sur lesquels on est d'accord fatalement. Donc le fait de dire qu'il faut une pluralité des médias, le fait de dire qu'il faut qu'ils soient indépendants, qu'ils puissent travailler librement, etc., on est totalement d'accord. Mais il faut distinguer cette réalité-là à laquelle tout le monde adhère, le MR y adhère aussi, et puis le projet de réforme qui comprend une série de choses qui ne semblent quand même pas hallucinantes. Pour vous donner un exemple, on demande actuellement au 30 juin aux médecins de faire 62 millions d'économies, au 30 juin, pour la santé. Ici, on dit, tiens, si on avait une télévision par province, plutôt que d'avoir une télévision comme ça existe pour 4 communes, sachant que 70% de leur budget est de l'argent public, contre 5% en Flandre, à partir du moment où tout le monde doit mettre un petit peu la main au portefeuille pour faire des économies pour le maintien du pays, ça ne nous semble pas anormal qu'on dise qu'une télévision pour une province et à Liège 2 télévisions, c'est suffisant et qu'il n'en faut pas nécessairement une pour 4 communes avec 70% de financement public par rapport à ce qu'il y a au niveau de la Flandre. Sur les principes généraux qui sont au début, bien entendu, on est d'accord là-dessus. Voilà pour expliquer le contexte de notre position. Il n'y a pas que cette chaîne de télé pour 4 communes dans l'ensemble. Non, c'est ça, ça va tu prends l'exemple le plus extrême. Mais oui, c'est ça pour que ce soit. Effectivement, il y a probablement des choses à revoir, mais dans l'ensemble de cette réforme, il y a d'autres choses aussi. Voilà, mais donc c'est simplement pour faire la distinction, nous, entre les principes généraux. Il ne faut pas, bien entendu, croire qu'on n'y adhère pas et que. Non, pas du tout. Donc la position est nuancée, mais il y a une série de choses qui ne nous semblent absolument pas choquantes dedans. Ce qui explique notre position. C'est tout. Voilà. Ok. Alors, nous allons passer au point numéro 9. On va aller aux intercommunales. Donc la première des intercommunales, c'est Essetia. Donc l'Assemblée Générale aura lieu le mardi 24 juin à 18h. Je ne sais plus qui est désigné pour... Moi, et qui ira. Moi, j'irai. Moi aussi. Oui, moi aussi. Il y aura au moins 2, c'est très bien. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc moi personnellement, c'est toujours la même chose pour les intercommunales. Et c'était le cas. Et c'est le cas aujourd'hui aussi à la zone de secours. Donc on a voté également, et j'ai voté moi évidemment aussi, sur les rémunérations, qui est le point 11. Sinon on peut voter Jean-Marie. Oui. Oui. Oui, sauf pour les rémunérations. Soyez attentifs. C'est oui, surtout. Qui ne vote pas pour les rémunérations? Qui est contre les rémunérations? Contre les rémunérations? Normalement, c'est 4. Non, mais il faut éclaircir les choses. Est-ce que c'est bien compris? Est-ce que je vais donc 4 pour le moment. Ensuite, Michel. Oui. Nicolas. Nicolas. Oui. 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 Et non pour le temps. Sinon, oui, pour le reste. Alors, point 10, c'est l'intercommunale Innodia, l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le 25 juin à 17h30, qui va chez Innodia. Innodia. Vous irez? Moi, je vais. Oui. Et donc, pour ceux que ça intéresse, le point sur la rémunération, c'est le point 8. Mais bon, tout ça, je ne vais pas rentrer plus. Donc, on peut passer au vote chez Nadine. Oui. 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 Oui.
Oui, sauf le point 8. Oui, sauf le point 8. Idem. Oui. Oh, Laurent te dit idem. Il y a pas de Jean-Marie ou Non, sauf le point. Sauf le point 8 aussi. Ah bon. Et moi non. Ouais. Sauf le point 8. Alors le point suivant, c'est Intravel. Je ne sais pas si vous avez des questions. Les points sur les rémunérations sont les points 1.2 et 1.3. Jean-Henri. Je dis oui. Oui, sauf les points. On peut dire 1.3. Oui. Sauf le 2. Donc, oui, sauf les points 1.2 et 1.3. Oui, sauf les 1.2 et 1.3. Oui. 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 Oui, sauf 1.2 et 1.3. Le point suivant, c'est l'AITE, donc intercommunal, Assemblée Générale Ordinaire, le 30 juin, à 19h, avec moins de 60 mentaux, qui était... C'est moi, chez vous. Il y a 17h à Speed, 19h à Ça ira. Pas très loin l'un de l'autre. L'abonnement est plus au pays, donc on va essayer chez bloc. Les caisses sont avec. C'est plus compliqué. C'est pas si. On va essayer de faire deux. C'est Jean-Marie qui a voté la dernière fois. Donc ici, le point sur la rémunération, c'est point 2 et 4 pour ceux que ça intéresse. Géraldine. Oui. 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 Oui, sauf les points 2 et 4. Oui, sauf les points sur la rémunération. Idem. Oui. Oui, sauf le point 2 et 4. Oui. Oui, sauf le point 2 et 4. Point 13. Intercommunal l'ASPI. C'est effectivement le 30 juin à 17h. Donc nous ouvrons relais et. Je n'irai pas. C'est comment? C'est intéressant de savoir qui y a. Mais si, j'ai le nom. Non, j'ai pas le nom. Ah, mais moi j'ai fait. Michel, Jean-Marie, et chez vous. Non, pardon. Ok. Et comme j'étais certain qu'elle était y aller, je me suis moins inquiété. Donc la SPI. Donc on a dit, bon, il y en a des gens. Donc c'est le point 1 pour la rémunération. Et c'est à Jean-Marie Audet. Oui. Oui, sauf Oui. Oui, sauf 1. Oui, sauf le point 1. Oui, sauf le point 1. Oui. 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 Sauf le point 1. Point 14. Presa Holding. Et là, personnellement, moi je vais voter oui pour la rémunération. Vous avez regardé le dossier? Vous n'avez pas regardé le dossier? Non. S'il n'y a pas de rémunération. Donc je voterai. Donc voilà. Enfin, je voterai. J'ai rien dit. Oui. En fait, est-ce qu'il y a des questions? Et qui y va? Oui. Donc Nicolas? Mais moi, je ne sais pas y aller. Ok. Et moi j'ai SPI le même jour, une demi-heure avant, donc Ah ouais, c'est compliqué. Nicolas, tu iras? Et nous, il y avait quelqu'un d'autre? il y a c'est la place. Il y avait Rudy. Mais moi, Et tu sais y aller? je vais envoyer avec Nicolas. C'est une personne de la commune, ça va. Mais il faut moins de personnes, quoi. Pas besoin d'être syndical. Vous va mettre votre accord par mail et on verra ce qu'on peut faire. On peut changer avec la... S'il faut moins de personnes, oui. À ce moment-là, je crois que C'était la SPI. c'est la SPI et Et la SPI, c'est René. Oui, René du CIRAP. Oui, oui. Il y aura au moins 2 personnes à la SPI, donc
Si tu veux aller ici chez Réseau. Ok, ça va. Il faut quand même rappeler que le vote est pondéré, hein, c'est 5 représentants normalement, et que s'il y a un représentant, nous avons un cinquième des voix. Si on a plus, c'est 2 cinquièmes. pour ça qu'on vote ici, en fait. Le vote est transmis, le vote du conseil est transmis. Ah oui, mais si tu n'es pas présent. Si, si. Si, normalement. Parfait. Ok. Il n'y a plus rien à dire. On peut passer au vote, Jean-Marie. Je dis oui. 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 Oui, merci. Alors, le point 15. C'est un subside accordé au club équestre de Acamor pour la charge de coupe et flot. C'est comme les années précédentes. Nicolas, Oui, comme tu viens de dire, donc, chaque année, le club équestre demande une participation de la commune pour l'achat de coupes et de flots. Donc la commune soutient à chaque fois cet événement. Et, comme chaque année, on propose d'aider donc, le club et de octroyer 150 € au club à Acamor. Donc la subvention doit toujours, comme d'habitude, être justifiée par des factures. La subvention, comme d'habitude, est liquidée au compte bancaire, etc. Enfin, voilà. Je pense qu'il y a des questions à ce niveau-là. En sachant que j'ai été voir. Ils sont dans l'ordre d'aller voir comme ça, pour ça qu'on n'a pas de commentaires. Mais tu as un autre commentaire quand même. Non Le statut, j'ai vu les dates, etc. Ouais, le statut, oui, ça a pris du temps. Comme pour le foot la dernière fois, on a vu que ça avait pris du temps. Ici, donc j'ai vu qu'il y avait la réunion en 2013. Ils ont fait leur papier en avril 2014. Ça est arrivé au moniteur avec le cachet des 100 pardon, j'ai la 13. 2023, 2024, en avril, ils ont rempli leurs documents. On voit que c'est accepté par le greffe En 2025. Et publié en 2025. Oui, j'ai vu. Donc voilà, comme le foot, ça avait pris une bonne année Comme aussi. le musée de l'ASB, comme bien d'autres. Hein. C'est vrai que une charge supplémentaire pour les petites ASB. Hein. Oui, là, et coûteuse. Là, c'est le. Ça, je suis tout à fait d'accord. Là, c'est le délai entre la validation et le tampon par le moniteur et la publication au moniteur. C'est ça qui est étonnamment long. Mais ça, c'est normal. Mais j'imagine qu'entre avril et décembre, ils ont peut-être fait aussi du ping-pong avec il faut corriger ceci, il faut corriger cela. Alors, ça n'aurait pas été tamponné, je me suis fait la remarque. Je me suis dit que c'était étonnamment long. Enfin, bon, c'est un détail, ça ne change pas. Il y en a eu énormément, évidemment. Pardon ? Il y en a eu énormément. Oui, ça, mais c'est étonnant, le délai entre le tampon et la publication. Donc, mais je me suis fait la remarque sans explication. Donc, voilà, s'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Géraldine ? Oui. 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 Merci. Le point suivant, donc le point numéro 16, c'est une ratification d'adhésion à la charte d'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc ça s'intitule Handicity 2024-2030. Vous avez les documents, je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires. Question par rapport sur le document, mais dans tout ce qui est proposé, qu'avez-vous déjà décidé de mettre en place Alors, tout d'abord, pour tous les nouveaux projets, on aura la réflexion par rapport aux personnes handicapées. Maintenant, si vous avez lu les documents, vous avez vu qu'il y avait un accompagnement. On va se faire accompagner et voir un petit peu ce qui serait chouette de faire. Mais le but est d'essayer évidemment d'en faire un maximum dans les limites de nos possibilités. Peut-être ajouter que les associations sportives, en tout cas, culturelles, je ne sais pas, ont reçu aussi une proposition d'adhésion à cette charte-là. Donc il faudra qu'on y réfléchisse et je pense qu'il y a une coordination à avoir entre la commune et les associations à ce niveau-là. Une réflexion. Voilà, quelques questions sur ce point. Donc c'était notre ratification pour le vote. Le point suivant.
point 17, donc c'est l'accueil temps libre. C'est le programme de coordination locale pour l'enfance, ce qu'on appelle le programme clé 2025-2030. Si tu veux en toucher un mot, mais... Bah, voilà, c'est un... C'est pas l'emploi public. Oui, voilà, c'est un... Donc, l'accueil temps libre est mandaté, enfin, est obligé de faire un catalogue de bonnes intentions à chaque nouvelle mandature. Donc, ça concerne les enfants qui vont aux garderies d'école, mais aussi l'organisation des stages de vacances et au sens plus large, toutes les interactions qu'il pourrait y avoir pour favoriser les activités des enfants sur le territoire de Micourt, en collaboration avec les clubs sportifs, les associations culturelles. Donc voilà, c'est un gros programme de réflexion. Comment occuper les enfants de 2 ans et demi à 12 ans et aussi les adolescents. Donc la réflexion, il y a une commission communale de l'accueil qu'on appelle la CCA. Donc le travail a été préparé en amont par la responsable de l'accueil temps libre ici à Micourt. Donc l'année passée, elle a fait une enquête auprès des enfants, auprès des parents, où elle les a un peu questionnés, les enfants de l'école, mais aussi d'autres enfants, sur leurs besoins, leurs envies, leurs attentes. Donc elle a compilé ça dans ce document. Et puis on s'est réunis à la commission communale de l'accueil il y a 2-3 mois pour rediscuter des objectifs. Et il y a plusieurs objectifs qui se sont dégagés pour le prochain programme clé. Donc un des objectifs majeurs, c'est une meilleure communication, une meilleure information vis-à-vis des parents et des personnes responsables d'enfants. Donc c'est vrai que le constat a été fait que ce n'était pas toujours très clair ce qu'on pouvait faire à mi-cours quand on devait occuper un enfant. Deuxième objectif important, je pense, de cette mandature-ci, c'est élargir l'offre d'accueil sur le territoire. Donc des personnes ont exprimé le fait, par exemple, la garderie du mercredi après-midi, de peut-être faire venir des opérateurs, même privés éventuellement, mais qui pourraient donner des cours, enfin pas des cours parce qu'on ne peut pas dire ça, enfin en tout cas des animations, soit de langue, soit de... Dernier objectif, une réflexion qui s'est faite aussi au niveau des adolescents. Donc comment occuper les adolescents, on ne parle plus d'enfants au-delà de 12 ans. Donc le centre culturel s'occupe déjà de faire beaucoup de stages, mais éventuellement on pourrait essayer d'élargir l'offre. Et voilà, tout ça c'est compilé dans un document qui va être envoyé à l'ONE, puisqu'on est subsidié par l'ONE pour cet accueil temps libre. Et voilà, je pense que tout le monde a bien travaillé là-dessus. Je ne sais pas, Anne-Françoise, Aline, Véro, vous voulez peut-être dire quelque chose en plus? Non, voilà. Voilà. C'est le programme clé. C'est l'objectif qu'on s'est fixé pour la prochaine mandature, pour l'accueil temps libre. Une question? Je vais passer au vote. Oui. 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 Merci. Le point suivant, donc le point 18, c'est une convention du financement alternatif des crèches en Wallonie, plan Sigogne 3, octroi de prêt de crack. Donc quand on a fait les travaux de l'agrandissement de l'extension de la crèche, donc il restait un montant de 287 300 € qui traîne depuis 2015 et qui n'avait pas été réclamé. Donc on a fait le nécessaire et donc on va l'obtenir via donc, un pré-crack. Donc c'est on recevra enfin le montant qui était dans les créances à recevoir depuis 2015. C'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas si Nicolas, quelque chose. Tu dis c'est une bonne nouvelle, sinon ça aurait plombé fortement les finances communales, puisque c'était prévu, on était censé l'avoir. Je sais que précédemment, on a toujours dit que ça allait arriver, mais il n'y a pas eu de contact. Et on peut se féliciter d'avoir eu du contact pour le percevoir rapidement. Dès qu'on a été mis en place, on a pris contact. Et voilà. Ça n'avait pas été finalisé de ce fait-là, donc on va encore attendre 50 ans, on n'a jamais rien reçu. Avant de recevoir, c'est une très bonne chose. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça.
Géraldine. Oui. 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 Et oui, merci. Alors, le point 19, l'acquisition d'un car scolaire. Information. Je ne dis pas que vous avez le car communal. Approbation des conditions et du mode de passation. Donc, vous avez vu le dossier, vous avez vu le cahier des charges. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi j'ai juste une question, en fait deux questions, que je vous mets en deux sous-questions alors pour être sûr de pouvoir les poser. Donc la première c'est est-ce qu'on a une idée du coût annuel à terme de ce car pour tout ce qui est entretien, etc. Assurance et compagnie. Et alors ma deuxième question c'est concernant les portes, en page 17. Je vois que ce sont deux portes simples de 80 cm. L'accès PMR se fait par l'avant. Il n'y a pas d'accès. Enfin, oui. Il n'y a pas d'accès PMR, alors on peut signer une charte Indicity de Poitou, c'est très surprenant. Non, c'est pas surprenant du tout. Ben, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on aurait fait le choix de mettre une place PMR, mais c'est pas tout d'avoir une place PMR dans le car, il faut une plateforme, il faut avoir aussi l'équipement après pour transporter la personne. Et donc, si un enfant, en tout cas en parlant dans le cadre scolaire, si un enfant a un besoin comme ça, on a décidé plutôt de faire appel à Banquier Bonneuil. Ils sont flexibles et ils viendront aider l'enfant. Voilà. Mais il n'y a aucun l'accompagnateur, ni de toute façon, pour s'occuper de personnes comme ça, besoin spécifique, on ne peut pas mandater ni le chauffeur, ni l'accompagnant des enfants de le faire, parce qu'il y a aussi un niveau de connaissance, de sécurité. Donc voilà, le choix a été fait de ne pas mettre d'accès PMA dans ce cas. Et je me permets d'intervention. Parce que je pense à ça maintenant avec la discussion qu'on a eu tout à l'heure. La société, la Bon Pied Bonneuil, c'est juste pour les enfants ou c'est pour... Ça, je ne sais pas. Donc, je pense dans le s'il y avait des résidents de home, par exemple, comme ça. C'est pour tout le monde. Et en plus, il y a une intervention aussi. Pour les frais de Bon Pied Bonneuil, il y a une intervention. Et ils ont une plateforme d'élévation. Je veux dire, tu peux avoir un accès des places PMM dans un car, mais après, comment tu mets les personnes dedans? Je veux dire, s'il n'y a pas de plateforme, si les personnes, les résidents du haut, par exemple, comment est-ce qu'on les met dans le car? Les personnes ont valide, je veux dire. Oui, c'est ça. Pour le taxi social, on fait comme ça aussi. Donc, on dit aux personnes qui savent pas utiliser le taxi social, de faire appel à Bon Pied Bonneuil. Ah oui, c'est ça, ok. Parce que le taxi social n'est pas équipé non plus. Ah, c'est ça, ok. Et tu en prends une, alors c'est une espèce de petite camionnette ou quoi? Oui, on peut ça. Ils peuvent prendre plusieurs personnes. Je vais vous donner la verte. La situation, il sera prendre jusqu'à 4 personnes pour des déplacements. Ah oui, c'est ça, ok. Alors, le dernier entretien a coûté 2145 €. Celui-ci. Oui. Et l'assurance sera en même montant. Ça, je ne sais pas encore, c'est un nouveau cas, donc je suppose que l'assurance sera un peu plus élevée. Mais bon, on a fait beaucoup de calculs, on a réfléchi, je crois qu'Anne-Françoise avait attiré notre attention là-dessus, donc on a quand même bien réfléchi au montant si on devait sous-traiter tous les transports qu'on fait. Donc ne fût-ce que, enfin je les ai ici, il faut que je fasse, mais un aller-retour, et un marché provincial d'un aller-retour, soit de Montbal-Micourt vers Warem, ça coûte 225 € hors TVA. Si on considère qu'il y a 13 classes dans les écoles, parlons que d'aller à la piscine une fois tous les 15 jours. Un trajet 225 € hors TVA. 225 Hors TVA. Donc 225 € hors TVA si on mandate une société externe, c'est ça? Non, mais donc si tu... Donc un truc similaire, donc il va de Micourt comparer. 225 € hors TVA. Par classe. Non, par trajet. Si tu considères qu'il y a 13 classes qui vont une fois à la piscine tous les 15 jours, ça reviendrait, TVA comprise, à 1769 € par semaine. Donc je pense que le car sera vite quand même... Oui, mais tu ne mets pas des enfants de maternelle. Et puis c'est la flexibilité. Donc en fait, il faut savoir que le car chaque jour, va à la piscine de Warren quand il y a 13 classes. Donc dire que tu vas mettre des enfants dans un bus-tech où il y a 2 bus-tech, tu sais comme moi parce que nos enfants l'ont pris, il y a 2 heures le matin, enfin il y a 2 créneaux le matin ou 3, il n'y a rien entre 9h et midi.
Donc dire qu'on va mettre les enfants dans le bus pour la piscine, c'est pas possible. Donc ça, on ne parle que de la piscine, c'est hors circuit, évidemment, en inter-implantation, c'est hors trajet de journée pédagogique. Donc honnêtement, si on... Oui, le transfert des garderies. Donc il est utilisé plusieurs fois par jour. Oui, mais il est utilisé tout le temps, tous les matins, il est utilisé tous les après-midi, ne fût-ce que pour le circuit scolaire. Donc voilà. Donc 13 classes, et les 13 classes dans la piscine toutes les semaines. Non, tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Donc ça reviendrait déjà rien qu'à... Et alors, je crois que Nicolas s'est renseigné à la province pour un... Une location, par exemple, j'ai été voir aussi le marché à la province de location de cars sans chauffeur, parce qu'on a la possibilité d'avoir un chauffeur ici. Et là, on se retrouve pour un marché qui a été passé il y a 3 ans, on se retrouve à 24 350 €, TVA compris, par an, en comptant qu'on ne loue pas au GEO. Donc, de nouveau, on va faire le calcul, on se dit que voilà, ce sera plus vite rentabilisé d'acquérir notre car, et en plus, comme je dis, c'est une question à la de fin, il y a facilité. encore une valeur aussi. Et vous évaluez à combien là alors le coût du car en interne qu'il y a avec? Vous avez fait ce calcul-là aussi? Avec le chauffeur? Bah oui, de voir avec le chauffeur. Je peux le dire la prochaine fois, mais regardez ça. Non, c'est pour information. Hein, mais c'est pas tant non plus une question de coût, c'est une question de flexibilité. Je vous mets au défi de trouver un opérateur privé qui va déplacer tous les matins, tout le temps, des enfants de la commune à une autre activité. Quoi. Et faire un circuit scolaire avec un opérateur privé, c'est impossible. Et c'est très intéressant hein, comme information. C'est une particularité ici, ça de Remicourt, ce voyage-là entre écoles, parce que j'entends que dans les autres communes avoisinantes, ils sortent de cette nécessité de car-là. Pourquoi ils n'ont pas d'école de plusieurs sites sur leur commune, ou ils n'ont pas tous des piscines chez eux quand même, je suppose. Beaucoup de communes alentours ont des piscines chez eux, enfin Christelle piscine, ils peuvent aller à pied. Mais ils vont aussi à fond. Ouais. Mais de toute façon, Christelle, il n'y a pas d'école communale. Non, c'est organisé autrement. Mais c'est ça, vous n'avez pas de retour des autres communes qui sortent de ça? Fixe un quart, je pense, Beaujolais un quart, Warren un quart, Auray un quart. Toutes les communes sauf peut-être Christine ou pas. Et quant au circuit scolaire, c'est historique. Je ne me suis pas posé la question de savoir. C'est comme ça. Il y a toujours eu un circuit scolaire comme ça entre les différentes implantations. Et ça rend la vie de certains parents qui travaillent beaucoup plus facile, évidemment. Au fait, le circuit scolaire a commencé parce qu'à Auder, dans certaines implantations, il n'y avait pas toutes les classes. Donc, soit il n'y avait pas de maternelle, soit il n'y avait pas de primaire. Et alors, quand les enfants quittaient de la maternelle, pour les garder dans le circuit communal, je dis, on les transférait d'une implantation à l'autre. Ça apporte une plus-value pour nos écoles, ça c'est déjà important, un cas. Maintenant, pour moi, ceux qui sortent, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de communes qui vont faire le choix de sortir. Il y en a, mais parce que financièrement, ça coûtera plus cher de faire appel au privé ou de louer un car. Mais en fonction des finances communales, celui qui n'a pas les moyens d'investir, peut-être un extraordinaire, de faire des emplois, etc., qui commence à avoir des difficultés, le fait de ne pas acheter un car et de plutôt louer, c'est du budget ordinaire, parce qu'on est dans la location de car. Donc c'est de la gestion et c'est des choix politiques à faire en début. Au moment où on achète le car, il faut réfléchir à tout ça. Juste dire, en fait, ce que vous venez de donner comme info là aujourd'hui, c'est très intéressant. Alors maintenant, je comprends bien que quand le budget a été fait, fatalement le délai était court entre votre élection et la prise de fonction. Mais en fait, moi, c'est tout à fait ce genre d'informations-là qui en fait permettent, dans les questions où on a un point d'interrogation, de savoir vers quoi aller. Et donc si pour les prochaines fois, c'était possible, pour les prochaines années, d'avoir ce genre d'infos-là, sincèrement, ça nous aiderait bien d'avoir un peu une partie de votre réflexion sur pourquoi vous en êtes arrivé à cette conclusion-là, pour que nous, on bénéficie d'une série d'informations dont on n'a pas connaissance et qui nous permettent de poser un choix mieux éclairé avec ces données-là. C'est sûr qu'on n'a pas toutes les données à ce moment-là. Mais oui, c'est ça. Donc c'est pour ça que pour les prochaines fois, s'il y a moyen d'avoir ça, je pense que si on a un dossier comme ça, ça nous donne une vue plus précise des choses. Je suis d'accord avec vous, c'est une saine démarche. Hein. Il faut dire aussi que c'est le premier dossier pour lequel on va passer d'adjudication. Je pense qu'il est très bien préparé, que les explications qui ont été données sont, à mon avis, très satisfaisantes. On n'a pas parlé peut-être des normes européennes
en matière de pollution, ben, ça aussi, par rapport à notre cas actuel, qui a quand même, il y a 15 ans qu'il est sur la route, donc il y a une durée de vie assez longue. Ben, bon, je pense qu'à l'époque, quand on l'a acheté, les normes de pollution étaient moins strictes que maintenant. Ben, tout ça est compris dans le cahier de charge, que le cahier de charge est très bien fait. Et dans l'ancien cas, il n'y a pas de tachygraphe pour devenir obligatoire. Il n'y a pas d'ERCO. La semaine passée, le chauffeur m'a envoyé une photo, il y a un petit thermomètre, il faisait 39 degrés à l'intérieur du cave. Donc pour le confort des enfants, c'était quand même pas top. Donc je pense que oui, la volonté d'acheter un nouveau cave et qu'il soit confortable, voilà. C'est sûr qu'il n'y a peut-être pas de place PMR parce que c'était peut-être augmenter le budget et qu'on voit d'autres solutions, mais en tout cas... Mais voilà, c'est pour ça que si on a pour l'explication du PMR, ben le fait d'avoir ce complément d'information, parce que moi, la société en question, je ne la connais absolument pas, parce que je n'ai jamais été confrontée à ça, donc je ne la connais pas, ben le fait d'avoir toutes ces informations-là, plus en fait de nous donner de l'info, mieux on est au fait de la chose. Ouais. J'ai encore une question, Nicolas. La location du car à la province, c'est charges comprises, donc assurance comprise, entretien compris, etc. Quand c'est comme ça, c'est pas un autre oui, c'est pas une charge d'assurance. On doit avoir sûrement une assurance quand même, mais pas l'assurance qu'on doit prendre quand on achète. Pas sur le véhicule. Et c'est 24 000 hors TVA? Exactement, c'est 20 350 hors TVA, et ça faisait 24 000 quelque chose TVA compris. Parce que, allez, quand on voit la longévité... Il y a 3 ans. C'est 20 350 hors TVA. Ok, c'est pas maintenant. Et ça fait augmenter un peu. Ouais, un peu beaucoup. Mais on n'a plus qu'à espérer que celui qui sera acheté durera plus que 10 ans. Voilà, quand on voit déjà celui-ci, il a plus de 15 ans et il n'est pas... Oui, mais il ne fait plus beaucoup de déplacements puisqu'il n'ose pas aller... Mais il fait toujours le déplacement. De la commune. Et la logique aussi. Eh bien, s'il n'y a plus de questions... Ça a été bien entretenu, alors c'est car lui, elle a toujours fait l'aspect. C'est comme le moteur, tout à l'intérieur. On peut passer au vote. Jean-Marie? Oui. 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 Non. 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 Oui. Alors, quelques communications. Michel, peut-être sur le début du chantier de l'église de Vandal. Oui. Alors, j'ai deux communications à faire. La première concerne l'église de Vandal. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions sur quand enfin vont commencer les travaux. Donc, on a dû un petit peu courir derrière l'entrepreneur et être un peu plus strict envers les délais. Donc, pour terminer, on a une réponse. Donc, le chantier commencera le 11 août. 200 jours, calendrier. Donc 11 août, début des travaux. Je pense que c'est un dossier qui traîne depuis des années. Ça me fait plaisir, non seulement pour la loi, mais pour nous, pour toi en général, de voir l'avancement. Ma deuxième communication, si vous allez sur les réseaux sociaux, vous avez certainement vu que moi ces derniers temps qu'on parlait notamment du chemin le long du TGV. Donc effectivement, c'est une bonne nouvelle. Effectivement, c'est une bonne idée. J'aimerais quand même apporter 2-3 réflexions là-dessus. Notre réflexion à nous en tant que collège communal et en tant que majorité, c'est, Anne-Françoise m'a tendu une perche tout à l'heure, réfléchir à long terme. Donc c'est ce qu'on veut faire, c'est réfléchir à long terme. Donc ici avec le cas, on vient de le montrer. On réfléchit dans tous les sens. Et ici, notre idée, c'est de voir ce que va coûter l'entretien de cette bande de terrain réservée donc, pour les balades. Alors, l'idée en soi, comme j'ai dit, est bonne, mais combien est-ce que ça va coûter? Sommes-nous capables de le faire à long terme aussi? Parce que c'est prendre une décision aujourd'hui parce qu'il fait beau et qu'on a envie de se promener, c'est bien. Mais ce qu'on veut surtout, c'est voir sur le long terme ce que ça va donner. Et dans un cadre plus global, ce que j'aimerais vous partager aussi, comme ça vous verrez qu'on réfléchit vraiment dans tous les sens et très loin. Il nous reste, nous avons aujourd'hui, nous sommes en train de
de recadrer ou de refaire l'organigramme, on va dire, des ouvriers communaux, dans le sens où on essaie que maintenant certains soient affairés à certaines tâches et gardent leurs tâches, parce que si on passait à gauche, à droite, à gauche, à droite tout le temps, on abandonne des chantiers, on ne continue pas, il faut reprendre, il y a des malades, il y a des congés, etc. Donc on essaie maintenant d'avoir des ouvriers qui sont attachés à une tâche. Et dans le cadre des espaces verts, on en a 1,8. Alors 1,8 pourquoi? Parce qu'on en a un des deux qui est en 4/5e. Donc tous les vendredis, il n'est pas là. Donc avec 2 ouvriers pour entretenir tout Remicourt, vous imaginez que c'est compliqué. Donc notre réflexion, c'est se dire comment va-t-on faire à l'avenir, quelles sont les tâches qu'on va garder, quelles sont les tâches qu'on veut reprendre aussi, parce qu'il y a des tâches auxquelles on a déjà l'entretien des cimetières par exemple en fait partie. Ça, ce sont 2 autres hommes qui sont affairés à cette tâche-là. Ce qu'on aura besoin aussi par rapport à, je reviens à ce chemin-là, c'est un dialogue avec les agriculteurs. Donc hier, dans la réunion du PCDL, une dame m'a dit qu'elle avait déjà recensé et contacté les agriculteurs, mais nous maintenant il faut aussi qu'on puisse les rencontrer, parler avec eux. Donc ça évidemment on n'a pas pu le faire ces derniers jours-ci, en tous les cas depuis la parution sur les réseaux sociaux. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que notre réflexion, et c'est un exemple, mais elle va dans tous les domaines des travaux de la commune, c'est qu'on veut une réflexion vraiment qui soit pour optimiser au mieux nos ouvriers, optimiser au mieux leur travail, optimiser au mieux les coûts qu'on engage pour l'entretien de notre commune, regarder au loin. Et j'aimerais terminer en disant que si vous me donnez aujourd'hui une Ferrari, bah, très honnêtement, ça me fera qu'à moitié plaisir au risque de décevoir, parce que c'est pas ça que j'attends. Mais si vous me donnez une Ferrari, ça sera une belle voiture, c'est vrai, mais par contre, je ne suis pas capable de l'entretenir. Donc, je pense que dans la gestion communale, c'est pareil. C'est bien d'avoir de bonnes idées, c'est bien de mettre des projets, ou essayer de mettre des projets en route, mais à un moment donné, il faut se dire, est-ce qu'on est capable de les tenir sur la longueur? Donc, voilà l'idée. L'idée est bonne. Est-ce qu'on va le faire? Peut-être que oui, peut-être que non. Pour l'instant, on y réfléchit, mais vous serez plus au courant de ça et de tout le reste en général. Oui, non, c'est parce que je vois des membres du PCDL historiques dans le public. C'est quand même pas un projet tout nouveau non plus. Hein. Donc c'est un projet qui date de 2013. En 2013, les bénévoles du PCDL avaient rentré une fiche projet pour planter le long du chemin de fer de Tabet. Mais ça, c'est pas grave, ça. C'est pas grave, ça. Mais je veux dire, donc c'est un projet qui date quand même d'il y a 12 ans. Il faut faire très attention de ne pas le récupérer, à mon avis, politiquement. La convention qui a été envoyée n'a pas 12 ans, puisqu'elle a été envoyée en février. Non, mais le projet a été déposé par les bénévoles en 2013. Et puis, bon, je sais pas, il s'est rien passé. Et puis après, les bénévoles ont donné la fiche projet et la convention a été signée. Mais je veux dire que certaines personnes se réveillent un matin avec une idée géniale, c'est le travail de beaucoup de bénévoles qui date depuis très longtemps. Voilà, tout ce que je veux dire. Parce que j'aime bien quand même qu'il y ait une certaine... C'est en effet le travail de beaucoup de gens et c'est pour ça qu'on aimerait vraiment bien que ça se réalise. Voilà. Alors, je suis un petit peu... Tout à fait. J'ai bien entendu que ce n'était pas du tout le contraire, tout à fait. Mais alors, ouais, j'étais un peu interpellée par contre sur le... Tu as dit, depuis l'apparition sur les réseaux sociaux, j'ai pas eu le temps d'avancer sur le sujet. Comme ça, maintenant on sait ce qu'il faut faire pour faire avancer un sujet plus vite, peut-être. Je veux dire, c'était un petit peu... je pense que c'était un problème de lexique. J'ai un numéro de téléphone qui est connu. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je suis toujours très réactif. On a reçu la personne qui... On a reçu la personne, en fait, c'est ça qui est étonnant. Donc, qu'est-ce qui est étonnant? On a reçu la personne avec une volonté d'avancer dans le projet et... Elle avait certaines formes de... Il y avait une logique dans la suite de la réunion, donc de faire des groupes, sentiers avec le PCDL, et puis paf, on voit comme si c'était fait, quoi. Comme si on avait dit oui et c'était OK. Ça ne reflète pas du tout la réunion. Pas du tout la réunion, c'est ça qui est étonnant. Je ne pense pas du tout que ce soit ça qui a été écrit, c'était juste, voilà, que notre...
Donc il était écrit, point final, ça va être fait, et une date de réalisation, je ne pense pas du tout. En tout cas, notre volonté est que ce soit porté en avant, certainement. Voilà, mais vous me... Voilà. Mais dire que les ouvriers communaux travaillent bien, et donc de facto, pourquoi ils ne peuvent pas aller là? Il y a une explication comme ça. Alors, on avait demandé de se renseigner sur les autres chemins qui sont faits dans les autres communes pour voir comment ça fonctionne. Donc c'est pas du tout ce genre de publication-là. Et vous pensez réellement que... Oula. Ouais, c'est ça. Il fait chaud, hein. Il fait chaud. C'est mes hontes. Vous parlez de spécialisation des ouvriers communaux et du fait qu'ils vont se spécialiser dans un domaine. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'en spécialisant les gens, mais sur ce, on manque de backup. Dès qu'il y en a un qui est en congé, qui est malade, ben on est foutu, on ne sait plus rien faire. Et puis aussi que ça demande beaucoup plus de gens. On a besoin de plus de personnes puisqu'ils sont limités à telle tâche et à telle tâche. Et peut-être qu'à un moment donné de l'année, ben, on n'a pas besoin d'eux. Et ils ne savent rien faire d'autre. Enfin, je veux dire, dans toute la société privée, c'est pas du tout vers ça qu'on va. Je suis un peu... C'est peut-être justement ça. En fait, c'est pas la même vision des choses. Ici, on discute ensemble, on a des ouvriers qui, effectivement, moi je pense que on a besoin de gens spécifiques dans certains domaines et dans certains travaux de la commune. On a des ouvriers qui nous disent clairement moi je ne suis pas capable d'aller faire un travail d'électricité ou autre. Donc voilà, on a besoin d'électricien, je prends un exemple. Je peux prendre un autre exemple alors. L'ouvrier ou les ouvriers qui sont en charge de réceptionner les travaux d'égouttage pour les égouts sont en congé, il y en a un qui est en congé, l'autre est malade. Eh bien, on ne va pas voir si les travaux ont été bien effectués et on ne rend pas la caution aux gens qui ont dû vous donner une caution avant de faire les travaux d'égouttage. C'était le problème qu'on avait posé la dernière fois en disant que tout allait être retardé et ça, c'est encore un peu plus retarder les choses. Voilà, je pense qu'en fait, effectivement, est-ce qu'il y aura des fois peut-être des soucis? Ça, je ne dis pas qu'il n'y en aura jamais. Mais ici, je trouve que l'exemple est peut-être un peu... Je trouve que ce n'est pas les ouvriers qui vont vérifier. Ce n'est pas les ouvriers qui vont vérifier. On a un responsable de chantier, c'est lui qui va vérifier ce qui se passe. Et la fin des travaux, et c'est lui qui réceptionne si le travail est accepté ou pas. Maintenant, on va commencer. Les premiers vont bientôt aller en formation au Forum. Le Forum a un bon rôle. Et au Forum, ils vont apprendre notamment pour les réparations on va devoir donc réparer à la crèche le immeuble. Mais quoi, ça on ne sait pas faire. Mais par contre, quand il y aura des réparations, il y a des ouvriers qui vont se spécifier là-dedans. Ils vont aller quelques jours en formation, ce n'est pas beaucoup, mais ça nous permet, dès qu'il y a un problème, de le réparer en interne et de ne pas devoir d'abord retrouver, etc. Ils sont capables de venir. Vous disiez que vous avez peur qu'il manque de personnel, mais on se rend compte que quand on reprend, on a repris les cimetières par exemple, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, grosso modo, on a gagné 20% sur le coup. Par contre, on a un ouvrier qu'on a pu engager pendant toute l'année. On verra bien à l'avenir comment ça va se passer. Mais ça coûte moins cher. Et si on arrive, si chaque ouvrier nous ramène 20%, après ça, il nous ramène en plus. Donc en fait. Et comment a-t-il ramené 20% oui, ici c'est un PE. Voilà. Mais c'était 45 000 € par exemple l'entretien des cimetières par an. C'est un poste qu'on ne fera plus appel à une prestation tiers. C'est fait par une personne. Divisé, c'est pas vraiment, tu vois, le gars il fait tous les cimetières, mais on l'a recruté dans ce cadre-là. Et il fait d'autres choses évidemment, mais il coûte moins cher que les 45 000 € pour payer. Donc c'est ça qu'on avait dit qu'on aurait une réflexion à ce sujet-là. Et on a déjà commencé. Combien a-t-il d'ouvriers maintenant au total, équivalent à temps plein? Alors il y en a, sur papier il y en a 16. Réellement, si on enlève ceux qui ne sont pas là pour le moment, ceux qui sont en 4/5e ou en mi-temps médical, etc., on est entre 10 et 11. Parce que pour travailler, il faut des ouvriers.
En 2012, il y avait encore 12 ouvriers temps plein ici. Hein. Puis, évidemment, on a changé de politique. Beaucoup de choses ont été remises au privé. Je pense qu'il y a beaucoup de tâches pour le bien-être des citoyens qu'on peut faire nous-mêmes. Et c'est une politique, évidemment, que je soutiens ardemment. C'est ce qu'on fait, c'est le cadastre des ouvriers, de l'outillage et de finances. Je peux mettre un petit mot ? Très brièvement, on va quand même rappeler que le PCDN, avant tout, c'est une association citoyenne. Alors on en a encore rediscuté aux dernières réunions sur la volonté clairement partagée de dépolitiser au maximum. Alors, la dépolitisation max, ce serait pas de collège, pas d'échevin, et d'un autre côté, les membres ne récupèrent pas ça. Moi j'appartiens à ce groupe politique-là, on reste entre citoyens. C'est pas possible d'être complètement indépendant, évidemment, de la commune. La seule personne finalement compétente, dont les compétences sont liées au PCDN, donc c'est Michel, qui a montré un soutien facilitateur, je dirais. Et donc les initiatives qui viennent à l'intérieur du PCDN, idéalement, elles doivent être débattues au cadre du PCDN. Et d'ailleurs, Hélène rappelait que c'est un ancien dossier. Et c'est vrai que cette irruption sur les réseaux sociaux est tombée comme ça sur l'opposition. Le PCDN, dont plusieurs personnes ici font partie, n'était absolument même pas au courant de cette initiative, ni même qu'il avait rencontré d'ailleurs le collège. Et voilà, je pense que la position de Michel est très claire. Le PCDN, c'est un groupe mouvant de citoyens. Alors on ne peut pas évidemment engager un truc sur 3 km et un peu plus, même si moi j'y suis très favorable, personnellement, sans savoir qui va faire quoi, parce que le groupe du PCDN est mouvant, donc un jour il y a plein de monde, un moment il n'y en a pas d'autres, donc personne n'a l'autorité, je dirais, au PCDN pour prendre un engagement à titre de PCDN, parce que si dans l'année prochaine il n'y a plus que la moitié des membres, voilà. Je pense que c'est normal que la commune doive réfléchir sur la manière dont on va gérer l'affaire. Je pense qu'il y a pas dire un mépris, mais sur nos attentions, la volonté n'est absolument pas de faire d'arrêt de récupération. Donc je pense qu'il y a une analyse peut-être un petit peu trop poussée par rapport à ça, qui n'est pas du tout la réflexion de départ. Comme vous le savez, Désiré étant conseiller de CPS pour notre compte, il est chez nous, ce n'est un secret pour personne. Maintenant, on ne peut pas totalement dissocier le PCDN et la commune et la politique, puisque justement, comme vous le disiez, il faut un accord de la commune pour pouvoir avancer. Donc, inévitablement, c'est lié. Maintenant, c'est un secret pour personne que Désiré porte ce projet-là. D'ailleurs, vous avez accepté de le recevoir seul et sans avoir d'autres représentants du PCDN avec. Et ce n'est pas un secret non plus que c'est son cheval de bataille et que donc nous le soutenons dans sa démarche et dans cette envie. Je pense qu'alors à la limite, quand il vous a demandé pour le recevoir, il aurait fallu demander à d'autres responsables du PCDN de venir avec lui. Nous, sans rentrer dans des explications et des analyses comme ça qui n'ont pas été faites, c'est quelqu'un de chez nous qui a un projet qui lui tient particulièrement à cœur, qui doit être validé par la commune, qui vous demande un rendez-vous, qui est reçu, et simplement, nous on dit quoi? On soutient ton projet. C'est en réalité pas plus que ça, donc voilà. La seule chose, peut-être en conclusion, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que effectivement on l'a reçu à sa demande, et que, comme on reçoit tout le monde, tout qui demande d'être reçu est reçu. Et les conclusions de cet entretien-là ne se reflètent pas du tout dans cette publication. Voilà. On peut en rester là si vous allez bien, mais ce n'est pas du tout ce qui est les teneurs de cette réunion. Je vais en reparler avec lui, vous pouvez revenir avec lui, on peut en reparler, il n'y a pas de souci, mais on va se stopper là-dessus. Moi, je voudrais préciser qu'en plus de ces projets-là, il y a des projets du PCDN qui se passent strictement en privé, sans besoin d'argent public. Et voilà, c'est des citoyens qui se mettent ensemble et qui travaillent. Et puis, voilà, c'est tout. Ce n'est pas quelque chose de politique. Non, mais il y a des rapports obligés, je dirais, pour un représentant du président.
D'autres communications? On a reçu la confirmation du SPW pour la CCATM, pour le vote de la CCATM. Donc la première réunion sera fixée prochainement. Donc voilà, déjà une première chose. Une seconde, je rappelle la balade avec la balade de David ce dimanche. Tout le monde est bienvenu. Je sais que c'est une longue balade, je sais qu'il va faire chaud, mais tout le monde est bienvenu. Et alors, je rappelle également le vernissage de l'exposition de Christophe Castronovo qui aura lieu le vendredi 27, de 17 à 19h, ici à l'administration communale. Tout le monde est bienvenu également. J'en ai un tout petit peu. Et puis donc l'Assemblée Générale d'Igno, ce sera le 30 septembre pour les personnes concernées, comme ça vous le savez, à 18h. Alors, le compte communal a bien été mis à la disposition du public du 23 mai au 6 juin. La redevance sur les dépôts a pu être consultée aussi sans problème. Certificat de publication au niveau de la redevance sur les dépôts, ça a bien été publié. Moi j'ai juste un petit point sur le ralentisseur qui dit N. Je ne dis pas qu'il faut rien faire pour la vitesse, parce qu'en effet la vitesse du passé de là, il n'y a rien à dire, il faut agir. Mais dans l'état, ce n'est pas la bonne solution, surtout avec la moisson qui va arriver. Là c'est ça un petit peu. Les moissonneuses elles ne vont pas passer, les belles elles ne vont pas passer, aux heures de pointe, prenez tout. Si je peux passer par là récemment, je ne sais pas. Oui, une dizaine de jours. Oui, enfin, une fois qu'il y aura une moissonneuse. Les bennes doivent pouvoir passer. Ça va être tendu. Surtout avec la haie qui n'est pas tondue. Et ça va être. Et les moissonneuses, ça c'est certain qu'il n'y a pas. Surtout que tout le monde va devoir passer par là. Enfin, toutes les machines vont devoir passer par là. Sauf si l'état d'avancement des travaux, je passais tantôt, ça a l'air de quand même plus ou moins bien avancé. Oui, mais bon, il y a une amélioration quand même par rapport à... On ne sera quand même pas fait pour l'instant. Oui, donc... C'est ça qu'on avait fait, je ne sais pas si elle a été faite, on a parlé de faire une publication aussi, pour prévenir les gens qu'il y allait avoir plus de trafic pendant la moisson, notamment pendant les nuits. Parce que tout le monde va passer par là, enfin, tous ceux qui viennent de dénoncer le... Tout à fait, donc... c'est un nouvel grand quoi. On va faire un avis à la population aussi pour prévenir qu'il y aura du trafic plus important pendant la moisson, du jour comme de nuit. Un jour comme nuit, aux heures de pointe, ça va être... Par rapport à la rue Michel N, qui est suite aux déviations de la chaussée verte. Je ne dis pas que c'est vous qui êtes responsable. Il y a eu beaucoup de réclamations et suite à ça, j'y suis allé dans un heure de pointe pendant une heure. Donc j'ai analysé un petit peu la situation avec les riverains. Et puis il y a un policier qui est justement passé alors que j'étais là, donc je lui ai demandé de voir d'analyser avec moi. On a décidé de faire ce genre de ralentisseur, de faire une chicane qui marche, je pense, pas trop mal. Maintenant, il y a aussi des problèmes de la station, parce que tous ceux qui viennent de Genève traversent. Donc il y a aussi des problèmes de vitesse là-bas, beaucoup trop de circulation, donc il y a un arrêté de police qui a été ici aujourd'hui pour mettre des dispositifs un petit peu aussi dans la station. Parce que dans la rue de la station, c'est déjà fort compliqué de passer avec... Mais c'est plutôt aux endroits où il y a des stationnements qui existent. Ah, pour prévenir de pas foncer. S'il n'y a pas de voiture, il y aura quelque chose qui remplacera la voiture manquante. Parce que malheureusement, bon, la vitesse est un gros problème. D'autant plus avec ces déviations-là, c'est très compliqué à gérer. Maintenant, on ne saurait pas faire autrement que de laisser passer des gens par moment, c'est pas possible. Mais il faut essayer de ralentir. Et, bon, si on met des dodards, c'est la catastrophe. Ça va se répercuter dans les habitations. Et vous avez pensé à faire radar la police doit passer régulièrement, doit mettre le radar. Elle le fait.
Et pour l'estimation de la fin des travaux, vous avez une idée un peu plus? Au départ, c'était fin juin, et maintenant, qu'est-ce qu'on parle en fin juillet? C'est les congés du bâtiment. Donc ce sera Oui, plutôt... comme ils ont un délai, ils doivent normalement continuer. Tant mieux, parce que sinon... Parce que c'est lié à des subsides européens. Même au moulin, on va conduire avec un nous, ils nous ont parlé de ça, ils nous ont dit que ça va être un carnage. Non, c'est des aménagements à la barrière. C'est provisoire, hein, donc ça peut s'enlever. Aussi facilement. Ça peut s'enlever pendant les quelques jours de moisson, parce que la moisson ne dure plus. Ça fait 10 jours, enfin. Ben oui, c'est ça. Les escourgeons, c'est 3-4 jours. Pas les escourgeons, ils vont dire. Et puis le froment. Et puis le froment, c'est dans. Si le temps est bon, c'est 15 jours. Mais ce qu'il faut, Luc, c'est c'est garder une largeur de passage de 4,50 m pour le monceuse. Donc, quand on fait un rétrécissement, il faut minimum 4,50 m parce que c'est c'est 4 m maximum, donc il faut vers la 500 m de chaque côté pour le faire. Donc, il faut veiller à ça. Maintenant, ça n'est pas la récolte de poids, c'est actuellement de la même largeur. Et simplement, peut-être agrandir l'espacement, ça serait déjà un circuit plus facile. C'est ça comme Oui, par rapport au départ, oui, ça j'ai marché. Mais peut-être que pendant la moisson, peut-être encore un peu plus. Et éventuellement, les 10 jours de moisson, parce que toutes les moissonneuses vont passer par là. C'est la nouvelle grande. Ah ben oui. Pour y arriver, on va faire un choix. Ah oui, c'est vrai. D'autres communications? Oui. Pas énormément de communication. Lors d'un précédent conseil, on vous avait demandé si vous pouvez recevoir les candidatures pour le poste bien élu, les candidatures qui avaient déjà été envoyées. On n'a rien reçu. Oui, puisque ça a été... On va relancer un peu. Oui, mais elles seront... Mais on peut quand même les recevoir. Mais elles ne seront plus... De toute façon, ils devront repostuler, hein, parce que ça va changer. Il y a un... Enfin, oui, si. Bon, on veut quand même les recevoir, si c'est possible. Et on vous avait aussi également demandé... Est-ce qu'on n'avait pas dit que vous pouviez venir les consulter? Je crois que pour le RGPD, vous pouvez venir à l'administration consulter, on ne peut pas les envoyer. Ok, mais... C'est ce qu'on avait dit. Et on vous avait aussi également demandé des notes de ce qui s'était dit à une réunion qui apportait des accords pour le massage. Donc on les a réclamés donc, au directeur général de FEX. Il nous avait promis qu'il les enverrait aujourd'hui ou plus tard. Donc il avait des notes manuscrites, mais il devait les transcrire. On ne les a pas reçues. Quand on les aura, on les aura. Super. Merci. D'autres communications? On peut clôturer la séance. Merci beaucoup. Bonne soirée.